Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Puis je vois que différentes personnes vont nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Nous allons cet après-midi parler de cyclo-logistique. Un mot un peu barbare, peut-être pour certains d'entre vous. Et finalement, ce domaine fait l'objet de toutes les attentions depuis un certain nombre d'années, mais plus récemment, en 2022, en 2023, avec la mise en place d'un plan national de cyclo-logistique, avec la création d'une fédération professionnelle de la cyclo-logistique, et nous allons en parler, avec le soutien dans le cadre de programmes d'investissement public. Donc 2023, c'est l'année de la cyclo-logistique. Et on voit quelque part qu'il y a une volonté publique pour développer ce mode de transport. Mais ce déploiement de solutions de cyclo-logistique interroge aussi sur les usages possibles, les modèles, les territoires. Est-ce que c'est uniquement pour les centres-villes? Est-ce qu'on va pouvoir sortir du périphérique? On va en parler donc lors de cette conférence avec quels acteurs, qui peut utiliser la cyclo-logistique. Il y a également un enjeu sur l'immobilier logistique urbain, et on en a parlé hier lors d'une conférence sur cette thématique, des enjeux sur les impacts économiques, des enjeux sociaux, sur la formation, des enjeux réglementaires. On voit quelque part qu'on se situe au cœur des enjeux environnementaux de la logistique urbaine, et on va essayer au travers de cette conférence de décrypter finalement ce sujet. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, cet après-midi, pour cette conférence. D'abord, on va commencer par Paul Roudot, qui est à la fois fondateur de son entreprise, gérant de son entreprise qui s'appelle les Cargonautes, mais qui est surtout aujourd'hui au titre à la fois de l'association des boîtes à vélo dont il est administrateur et tout nouvellement élu président de la fédération nationale, fédération professionnelle de la cyclo-logistique. Donc Paul, vous nous expliquerez un peu plus tard ce qu'est finalement cette fédération et pourquoi une fédération. Anne-Lise Gandon, donc, qui est gérante de son entreprise qui s'appelle Frais chez toi à Angers. Oui, nous n'allons pas parler que de Paris durant cette conférence, et qui est également administratrice des boîtes à vélo. Donc merci de vous joindre à nous pour cet échange. Jean-Michel Genestier, merci qui est maire du Raincy, d'une commune de la métropole de Grand Paris, et qui est aujourd'hui, au titre de ses fonctions de conseiller métropolitain délégué à la logistique métropolitaine. Donc on parle de logistique urbaine sur le territoire du Grand Paris. Merci Jean-Michel Genestier de nous faire part de votre témoignage lors de cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Sidonie Duloum, qui est co-dirigeante et directrice supply chain de la maison Millet, donc un utilisateur finalement de la cyclo-logistique, un client, un grossiste parisien bien connu, donc dans le secteur des boissons, de la distribution vers le réseau des cafés, des hôtels, des restaurants, et qui a mis en place des solutions de cyclo-logistique. Pourtant, on est sur des produits qui ne sont pas si évidents que cela avec ce mode de transport. Donc nous allons essayer de décrypter finalement les usages au travers de ce témoignage. Et puis Amaury Guinard, qui est cofondateur de Sofub, et qui notamment porte le programme Colis Active d'aide de la cyclo-logistique. Et donc vous nous parlerez justement, ça va être d'ailleurs le premier échange, de nous expliquer un peu ce qu'est ce programme Colis Active, quels sont les résultats finalement de ce programme qui a été mis en place depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2019, c'est cela. Ça a démarré en 2019, ça dure, c'est un programme qui a pour vocation, si j'ai bien compris, d'aider la cyclo-logistique sur les territoires, sur un certain nombre de territoires adhérents. Et ce programme dure jusqu'en 2025. Et je souhaiterais effectivement, peut-être dans cette première question, connaître finalement un peu le bilan de ce programme Colis Active qui est financé dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, quelque part, donc finalement avec de l'argent public, qui est dédié à cette activité, au développement de cette activité sur les territoires. Amaury, je vais te laisser nous expliquer un peu ce qu'est le programme Colis Active et quels sont les premiers résultats. Oui, donc avant de parler de bilan, pour la genèse un petit peu du programme, ça date de 2019 où on avait réuni différents acteurs de la cyclo-logistique et notamment les boîtes à vélo et aussi les boîtes à vélo pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accélérer le développement des cyclo-logisticiens.
À l'époque, ils ne nous ont pas demandé d'argent particulièrement, ils nous ont juste demandé plus de flux de colis. Ils nous ont dit si on a plus de flux de colis, on va pouvoir massifier, se développer, changer d'échelle, et là, on pourra vraiment se développer. Et donc, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est assez, depuis les années 2006, est spécialisé dans l'incitation justement au changement, très connu dans le bâtiment sur l'isolation, on a essayé de prendre un peu ces recettes-là et de se dire comment est-ce qu'on peut inciter les donneurs d'ordre, donc les clients de ces cyclo-logisticiens, à leur confier plus de flux de colis. Et donc là, pour le coup, on est arrivé avec une aide financière. Donc on a fait une proposition d'aide financière qui est partagée à la fois entre le cyclo-logisticien et le donneur d'ordre, pour que le fait de changer ses habitudes en termes de consommation du dernier kilomètre soit économiquement moins douloureux. Non pas que la cyclo-logistique soit beaucoup plus chère, mais le fait de changer ses habitudes, ça a un coût, parce qu'on change son process. S'il y a une rupture de charge complémentaire à intégrer, ce qui est souvent le cas, ça peut générer des surcoûts, pas toujours compensés par l'efficacité de la cyclo-logistique. Et donc, c'est pour ça que c'était assez pertinent de lancer ce programme. Aujourd'hui, on a dépassé le million de colis. Je pense qu'on est même au million de livraisons aidées. On est désormais dans 16 territoires. On peut citer Lyon, Marseille, Le Havre, Nice ou autres. Et globalement, le résultat, c'est que ça permet à la fois aux cyclo-logisticiens qui faisaient déjà de la cyclo-logistique de respirer un petit peu plus et d'être un peu plus agressifs dans leur offre commerciale, parce qu'ils vont parler un peu de cette prime qui permet à leurs donneurs d'ordre justement de reconsidérer cette possibilité dans le contexte de ZFE qui impose des contraintes de restrictions de circulation ou autres qui leur posent pas mal de sujets d'organisation. Ils disent tiens, et si on ne passait pas que à la camionnette électrique, et si on intégrait un petit peu de cycle logistique aussi. Donc il y a un sujet latent sur les cyclo-logisticiens déjà existants, pour qu'ils changent d'échelle, mais aussi pour les milliers d'entreprises qui font le dernier kilomètre en camionnette, qui justement doivent acheter des camionnettes électriques pour livrer dans les ZFE. Nous, on essaye de les aider, de leur donner en tout cas un levier supplémentaire pour pas intégrer que de la camionnette, intégrer aussi du vélo cargo. Alors, on parle d'1 million de colis d'aide. Finalement, le programme Colis Active aide à hauteur de combien par colis? Alors, donc, ça dépend de la densité de la livraison. En fait, on capte toutes les données relatives aux livraisons pour pouvoir calculer cette densité et pour pouvoir vérifier que c'est bien fait en vélo. Donc, il y a une sorte de preuve d'impact qui nous permet de verser une prime juste et complètement vérifiée, complètement sûre. Les gens sont bien en vélo pour les colis qu'on aide. Le mode de calcul, c'est 2 € par point de livraison, ce qui peut paraître beaucoup, mais on le capte à un montant horaire qui est de 5 à 10 € par heure de livraison. En moyenne, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 centimes par colis. 50 centimes par colis qui sont aidés par le programme Colis Active. Et combien d'entreprises en bénéficient finalement de ce programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 50 donneurs d'ordre. Je vois Mathieu Mermet, qui est le chef de projet Colis Active juste là, qui va me dire si je me trompe. Mais il y a 50 donneurs d'ordre et il y a 30 ou 40 cyclo-logisticiens un peu plus inscrits, mais qui en bénéficient vraiment entre 30 et 40. Entre 30 et 40 entreprises, et donc c'est un partage donc, de ces 50 centimes par colis entre le transporteur, donc le cyclo-logisticien, on va dire, l'entreprise qui va faire ce transport en vélo cargo, et le donneur d'ordre, c'est cela? Exactement, pour inciter toute la chaîne voilà, à ce... Et donc les prévisions d'ici la fin du programme en 2025, donc j'ai vu qu'il y avait de nouvelles villes qui avaient été retenues très récemment dans la presse. Donc on parle de combien de millions de colis qu'on va avoir d'ici 2025 qui vont être transportés en vélo cargo grâce au programme Colis Active? L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est 20 millions de colis. Mais on espère d'ici 2025 avoir une extension tant en termes géographiques qu'en termes de... Aujourd'hui, on traite beaucoup le colis, assez peu l'alimentaire. Et on pense qu'en alimentaire B2B, il y a aussi pas mal de choses à faire. On le fait à Lyon, on commence à le faire à Rouen. Mais on aimerait bien le faire ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de vecteurs différents d'extension de l'activité de Colis Active qui est vraiment un dispositif intéressant. Ce n'est pas de l'argent public, juste pour... c'est de l'argent privé, c'est de l'argent qui vient des vendeurs d'énergie, sur le principe un peu pollueur-payeur des certificats d'économie d'énergie, ce qui donne beaucoup plus de flexibilité sur cet argent, parce que l'argent public, on sait qu'on ne peut pas le manipuler n'importe comment. L'argent privé, il y a des règles qui sont en effet calées avec la convention
qu'on a signé avec le ministère de la Transition écologique. Mais ça permet quand même de donner de la latitude vis-à-vis des entreprises à qui on verse ces aides pour vraiment avoir de l'impact. Donc ça n'est pas de l'argent public, d'accord, mais c'est quand même effectivement une décision qui est prise au niveau ministériel, puisque les lauréats effectivement de l'appel à projet certificat d'énergie ont été donc annoncés d'ailleurs par les ministres concernés. Je vais m'adresser à Paul Roudot. Donc Paul, vous gérez une entreprise de cyclo-logistique qui s'appelle Les Cargonautes. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce qu'est cette entreprise, pourquoi vous êtes engagé finalement dans ce métier de cyclo-logisticien? Alors, les Cargonautes, c'est une coopérative de cyclo-logistique. C'est un modèle un peu particulier où les salariés détiennent l'entreprise. Et donc, nous, on s'est fixé pour mission de remplacer un maximum de camionnettes de livraison dans les centres urbains denses, à Paris en l'occurrence, et de fournir des conditions de travail qui soient le plus protectrices possible pour les livreurs et les livreuses. Et donc, autour de la cyclo-logistique et autour du vélo cargo, on a développé d'autres verticales d'activité. C'est-à-dire qu'on propose des activités logistiques, de manutention, de préparation de commandes, de stockage dans notre entrepôt du 18e. On développe un logiciel de gestion d'entreprise de cyclo-logistique, SAIC. On fait aussi de la maintenance et de la vente de vélos cargo. Et voilà, pour vous présenter rapidement. Et c'est la suite, c'est le nouveau nom de Olvo, c'est ça? C'est ça. On s'appelait Olvo jusqu'il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Alors, vous êtes administrateur des boîtes à vélo et puis maintenant président de la fédération. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le rôle des boîtes à vélo et puis le rôle de cette nouvelle fédération? Pourquoi une nouvelle fédération? Qu'est-ce que vous recherchez au travers finalement de cette nouvelle structure? Parce qu'il y a déjà des fédérations de transport qui existent. Vous créez une fédération qui est spécialisée sur ce mode de transport. Pourquoi? Alors, déjà, si on a choisi les boîtes à vélo comme véhicule juridique, comme structure parapluie, c'était pour plusieurs raisons, mais c'était notamment pour... déjà, les boîtes à vélo, c'est une structure qui rassemble les entrepreneurs et les entrepreneuses à vélo en France. Donc, vous avez des cyclo-logisticiens, mais vous avez aussi des menuisiers à vélo, des cycloplombiers. Voilà, c'est tout type d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et donc, les boîtes à vélo bénéficiaient déjà d'une assise institutionnelle et d'une notoriété qui était hyper intéressante pour développer rapidement en fait, une fédération professionnelle de cyclo-logistique. Et si on a créé une fédération dédiée, c'est parce que la cyclo-logistique est au carrefour en fait, de plusieurs filières. Je ne sais pas si on peut exactement parler de filière de cyclo-logistique, puisqu'on s'insère dans la filière plus globale du transport. Mais on est à l'intersection en fait, du transport, de la filière industrielle vélo. Et donc on estimait, du fait des nouveaux schémas logistiques qu'implique le recours au vélo cargo et aux nouveaux modes de déplacement, d'avoir une fédération qui représente ces nouveaux usagers qui répondent en fait à des contraintes assez particulières qui ne sont pas exactement les mêmes que le transport lourd de marchandises. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur ce secteur finalement qui est un nouveau secteur, même s'il a été très ancien dans l'histoire? On n'est pas en train d'inventer le triporteur, il existe depuis, d'après ce que j'ai pu voir, près de 150 ans. Donc on est en train de recréer un nouveau métier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données? Combien d'entreprises, combien d'emplois, combien de vélos cargo, de quoi nous parlons? Effectivement, c'est un métier qui est très ancien. On avait déjà des courses de conducteurs de triporteurs au début du XXe siècle, mais ça a progressivement disparu. Et là, ça revient de plus belle. C'est pas évident d'avoir des données à jour, via les boîtes à vélo, il y a un observatoire de la cyclomobilité professionnelle qui a été mis en place. La dernière étude a été réalisée en 2021, donc je peux vous donner des données de 2021. Vous avez, fin 2021, vous aviez 108 entreprises identifiées de cyclo-logistique. Actuellement, on est plutôt autour de 160, 170. Après, vous avez de plus en plus d'entreprises qui sont des entreprises de transport classiques, mais qui intègrent une flotte de vélos cargo.
Et c'est un peu plus compliqué à capter. Mais vous avez des grosses structures, hein, des transporteurs. Vous avez par exemple DB Schenker qui a racheté tout un réseau de cyclologisticiens, les triporteurs de l'Ouest. Voilà. Mais en gros, actuellement, 170 entreprises de cyclologistique spécialisées, environ 1000 équivalents temps plein salariés et environ 700-800 vélos cargo en circulation. Donc un vrai secteur économique et puis des grandes entreprises. On parlait effectivement de DB Schenker, mais on pourrait parler de La Poste, on pourrait parler de Star Service, d'autres et de très grands noms, je vais dire, qui coursier.fr, etc., qui ont donc une partie de leur flotte qui est en vélo cargo, hein, et qui vont être adhérents de cette fédération. Comment ça va se passer? Alors au sein de la fédération, en fait, on a 2 collèges. Le collège des entreprises spécialisées, donc vraiment les cyclologisticiens pur jus, qui réalisent plus de 75% des déplacements totaux à vélo cargo. Et après, vous avez un collège d'entreprises spécialisées, dont fait par exemple partie La Poste, qui intègre voilà, des flottes de vélo cargo avec des seuils qui sont définis en fonction de la taille de l'entreprise. Donc on aura de très grandes entreprises qui vont adhérer à cette fédération. C'est l'idée. L'idée, c'est de fédérer un maximum d'acteurs qui concourent au développement et à l'essor de la cyclologistique. Et moi, je retiens, donc en 2021, 108 entreprises, je crois que c'est ce que vous nous aviez indiqué, 170 déjà un an et demi après. Donc on a un taux de croissance qui est assez considérable dans ce secteur. Tout à fait. On peut aussi regarder le taux de croissance de la vente de vélos cargo ou des outils connexes, donc les remorques, les caisses, les choses comme ça. On est sur une dynamique de croissance extrêmement forte. Alors, secteur de création d'entreprise, justement, je vais m'adresser à Annelise Gandon, qui a créé son entreprise de cyclologistique à Angers. Expliquez-nous un peu finalement les raisons pour lesquelles vous êtes engagé dans ce métier, vous avez fait ce choix, et puis le segment que vous avez choisi, qui est quand même très particulier, ce n'est pas le plus simple, ce n'est pas le plus évident. Vous allez nous exposer tout cela. Oui, alors j'ai créé Frais chez toi il y a 2 ans et demi. On est spécialisé donc, sur la livraison du dernier kilomètre pour les transporteurs et grossistes frigorifiques. Moi, je suis issu du transport routier frigorifique. J'ai travaillé 15 ans dans le transport. Et en fait, je me suis aperçu des problématiques qu'on pouvait rencontrer, notamment sur la livraison en centre-ville des produits frais. Et je me suis dit que la cyclologistique était en plein essor et qu'il y avait forcément une place pour les produits frais. Aujourd'hui, on me regarde avec des grands yeux à me dire mais faire du frais sur un vélo, on n'y pense même pas. Eh bien si, en fait, c'est totalement possible. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai créé Frais chez toi. Mais c'est surtout pour être une alternative au camion, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas tout livrer à vélo. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire, surtout sur les quantités et les volumes. Voilà, c'est en plein essor, hein. Moi, j'ai créé il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, on n'avait pas la moitié du matériel qu'il y a aujourd'hui disponible sur le marché. Donc, on est très dépendant aussi des fabricants. Mais voilà, on vient en complément du camion, en fait. Le camion approche les centres-villes et nous, après, on peut se déplacer dans le centre-ville beaucoup plus facilement. Alors, vous livrez des produits frais, de froid positif, froid négatif? Oui, les deux. On livre les deux. C'est quand même plus simple de faire du frais que du congelé, surtout en plein été. Après, aujourd'hui, il y a des matériels très performants qui existent et qui nous permettent de gérer la chaîne du froid. Vous avez quel type de matériel pour effectuer ces livraisons? Alors aujourd'hui, j'ai le droit de citer les matériaux. Bien sûr, en plus ils sont français. Hein, donc et en plus, ils sont présents. Donc, je travaille avec du froid actif. Donc ça veut dire que le frigo est sur batterie autonome. Donc en fait, ça crée le froid de manière électrique. Et je travaille, moi, mon matériel, c'est Cluster Frigone. Et sinon, je travaille aussi avec du froid passif, donc des plaques tectiques, appelées dans le jargon des pains de glace, mais beaucoup plus gros et beaucoup plus innovants, et qui nous permettent de tenir la température. Donc là, je travaille avec Cold & Co sur Angers. Et donc en fait, voilà, on met les plaques tous les jours au congèle. Une fois qu'elles sont bien gelées, ça nous permet en fait de tenir toute notre journée dans les caissons à une température. Tout le matériel est certifié par alors je rentre un peu dans le jargon, mais par le Sémafroid, c'est ATP. Ça veut dire que c'est une certification qui est connue nationalement, voire plus. Et c'est important pour nous de montrer qu'on a du matériel aussi performant que sur les camions.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, les acteurs du froid, ils ne savent même pas qu'on existe et qu'on peut faire du froid sur du vélo, quoi. Et donc vous livrez des professionnels du secteur café, hôtel, restaurant, des particuliers, qui livrez-vous? C'est ça. En fait, je fais le dernier kilomètre, donc je livre tous les épiceries, les restaurants, les bars, enfin voilà, tous les commerces du centre-ville qui demandent une livraison sous température dirigée. On travaille à 95% pour des transporteurs et des grossistes. Et après, on travaille aussi pour des commerçants qui ont besoin de faire de la livraison à domicile, des choses comme ça. Ça permet vraiment, enfin voilà. Ils font appel à nous aujourd'hui parce qu'ils veulent un travail de qualité qui respecte la chaîne du froid et c'est notre savoir-faire. Alors quand vous avez créé votre entreprise, vous l'avez créée il y a 2 ans, quelque chose comme ça? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc vous avez été aidé par les collectivités locales, on vous a déroulé le tapis rouge, comment ça s'est passé? Pas du tout. J'ai eu le droit de... J'ai participé en fait à ça s'appelle Initiative Anjou, nous sur le département du Maine-et-Loire. Donc c'est une aide locale qui nous... Enfin c'est un prêt d'honneur en fait. Et sinon pas du tout. À chaque fois j'ai eu le droit à des portes fermées. Ils m'ont dit bah non on peut pas vous aider parce que si on vous aide vous, faut aider les autres et voilà. Donc on préfère aider personne. Alors les élus veulent de la cyclo-logistique, mais ils n'aident pas toujours. Bon, je vous laisserai réagir, Jean-Michel Genessier, juste après. Alors juste avant de donner la parole à Jean-Michel Genessier, je voulais savoir finalement pour faire ce métier, donc vous recevez de la marchandise quand même quelque part en camion, il vous faut un endroit pour pouvoir préparer ces tournées, décharger de la marchandise, les mettre à l'abri, donc préparer les tournées. Vous avez trouvé un local facilement à Angers, comment ça s'est passé? Facilement, non, pas du tout. À l'origine, j'ai démarré, moi j'avais un camion dans lequel j'ai mis une cellule réfrigérée et je mettais mon vélo et j'allais en fait collecter auprès de mes clients les marchandises à livrer dans le centre-ville. Et donc je positionnais mon camion au milieu du centre-ville d'Angers, je descendais mon vélo et en fait je tournais en étoile autour de mon vélo. Donc c'était mon local mobile. Et le camion est devenu trop petit. Donc en fait j'ai trouvé un local aux portes du centre-ville, vraiment en périphérie. Pour ceux qui connaissent Angers, juste derrière la gare. Et j'ai fait installer une chambre froide. Et donc tous les jours, je suis livré par mes clients et je charge mes vélos et je fais des allers-retours avec mon local. Et vous êtes à quelle distance de l'hypercentre, je vais dire Le début de l'hypercentre est au bout de la rue. Donc je suis vraiment très très proche. Donc une tournée en vélo cargo, parce qu'un vélo cargo, il va faire peut-être plusieurs tours par jour pour revenir à l'entrepôt se charger, parce que sa contenance est limitée, donc il va faire plusieurs tours probablement. Complètement. On fait, nous, le diamètre de notre zone de livraison fait à peu près 3 km. Voilà, sur la périphérie d'Angers, ça couvre tout le centre-ville. On va très peu à l'extérieur du centre-ville, parce que pour livrer des produits frais, il faut quand même une densité de commerce qu'on ne trouve pas en fait à l'extérieur du centre-ville. Donc on travaille un petit peu à l'extérieur pour faire de l'intercite. Par exemple, on travaille pour un boucher qui fait la découpe à un endroit et qui a besoin qu'on livre sa boucherie à un autre endroit. On va faire des trajets comme ça, mais sinon on livre vraiment exclusivement dans le centre-ville. Merci Anne-Lise Gandon. Alors Jean-Michel Genessier, je vais vous demander finalement de réagir face un peu à cette ébullition du secteur et puis aux difficultés. On voit bien que ce n'est pas si simple, hein, que finalement les élus n'aident pas toujours. Là, on parle du cas d'Angers, mais peut-être que depuis 2 ans et demi aussi, il y a peut-être eu des évolutions dans ce secteur. Comment vous réagissez face à cette ébullition finalement dans ce secteur? Avant même de réagir, je pense qu'il y a l'image de la cyclo-logistique et de son évolution. Elle est très très importante alors chez les élus et puis dans la population. Il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, on a vu arriver effectivement des engins chez des grands groupes qui permettaient d'assurer le dernier kilomètre. Je sais que la Poste est présente, voilà, et c'est une entreprise qui a fait cela, qui continue à le faire très largement, mais il y a des grands groupes comme Géodis ou d'autres qui l'ont fait. Mais c'était une volonté politique de grands groupes. Et puis on a senti qu'il y avait un élan général, mais des freins qui étaient très importants. Et les freins, c'était toujours de mettre en avant le poids à livrer. Est-ce qu'on peut vraiment livrer une palette de 200 kilos avec de la cyclo-logistique? Et ça, c'est quelque chose qui a tourné dans les esprits pendant de nombreuses années, en se disant, c'est quand même très difficile, et on sent un peu l'utopie, voilà, de certains. Mais je trouve que tous les acteurs des métiers de la logistique, d'abord les grands groupes, puis d'autres acteurs, et puis des associations, et puis effectivement, bien comme on l'a vu, des initiatives personnelles. Il faut être
costaud, hein, mentalement, pour pouvoir faire ce que vous avez fait. Après, essayer de regrouper, changer, pour essayer de démontrer en fait à tout un certain nombre d'acteurs, et en particulier les élus. Vous savez, dans la métropole, il y a 131 communes. Et donc, je m'adresse, moi, en tant que responsable de la logistique, aux 131 communes. C'est pas facile de parler de logistique déjà. Alors, quand on parle de cyclo-logistique, ça reste encore plus difficile. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous puissions développer tous les exemples qui sont ici, en donnant bien les périmètres, la typologie de produits, là, sur les produits frais de madame que vous avez décrit avec brio, puis pour vous aussi ce que vous faites, pour qu'on puisse déterminer dans l'esprit à la fois du petit commerçant, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, des différents acteurs des centres-villes, et puis des responsables politiques, qu'il peut y avoir des choses. Ce que l'on fait au sein de la métropole, à travers le pacte logistique métropolitain, on est sur 7,2 millions d'habitants. Eh bien, on a une partie cyclo-logistique. Et cette partie cyclo-logistique, c'est de pouvoir déterminer eh bien, quelles sont les facilitations que nous pouvons apporter à ceux qui agissent sur ce secteur pour qu'ils puissent eh bien, sillonner avec voilà, la raison. Hein, parce que lorsqu'on a une grosse déclivité, lorsqu'il y a des poids importants, etc., il faut que la pression sur le personnel, les élus n'en sont pas responsables, mais ils ont quand même une responsabilité sociétale sur ce sujet. Et il est très très important qu'on puisse aussi faire passer ça. Donc pour en venir à votre question, la vision d'aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui démontre que c'est possible, que c'est réel, et on peut en plus déterminer le positionnement de la cyclo-logistique dans le dernier kilomètre et à travers les différents modes de transport. Évidemment, il y a la route, qui est le domaine le plus fiable, mais qui est celui qui génère le plus d'impact carbone, de particules fines et autres éléments qui sont nuisibles à la santé. Donc ça, c'est un élément important, mais voilà, pouvoir faire le report modal du dernier kilomètre. On a le ferroviaire, qui est très complexe dans son organisation, et puis il y a le fluvial. Alors j'en profite un peu, hein, parce qu'ayant lancé l'appel à manifestation d'intérêt sur l'axe Seine et ayant cette responsabilité, eh bien, et vous en êtes, enfin, en tout cas j'espère que vous en serez, enfin, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, c'est pas dans le sujet, mais l'objectif c'est ça, c'est que la logistique urbaine fluviale, c'est de pouvoir déterminer sur le dernier kilomètre qu'il puisse y avoir une vertu qui soit vérifiée, vérifiable, et qu'elle soit aussi, et qu'elle passe par la cyclo-logistique. Donc, pour quels usages, eh bien, je les ai un peu décrits, mais avec ma vision de généraliste, sur quel territoire c'est la densité qui doit permettre de faciliter, je crois, mais on ne doit pas s'écarter de territoires un peu plus larges. Ça, c'est et avec quels acteurs? Ben, je pense que les majors ont un rôle toujours d'investissement, de formation. Et ce qui fait le fondement, c'est un peu le mycélium, et ce n'est pas encore une fois péjoratif non plus, c'est tout ce que vous faites qui vient soutenir l'arbre de la logistique. La cyclo-logistique et le mycélium qui va soutenir l'arbre de la logistique. Moi, j'en suis convaincu, mais il faut qu'on arrive à faire tous passer des messages qui font qu'il y a une logique, il y a un business plan, ça aussi, hein, quand même, il ne faut pas que, même si effectivement l'atout d'Amaury Guinard sur ce qu'il a indiqué en soutenant à travers les certificats d'économie d'énergie et en faisant qu'il puisse avoir un apport pour que eh bien, ça puisse passer, que ce soit à 50 centimes ou à 2 euros le colis, eh bien, ça permettra encore une fois d'avoir un schéma, dans le schéma, un soutien qui va faire que les élus auront un peu plus ce déclic. Et je vous le redis, hein, 131 communes, 7,2 millions d'habitants, tous les élus disent oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait moins de gaz à effet de serre, ça fait moins de pollution. Mais derrière, on a énormément de mal, notamment à faire bouger, on en parlait tout à l'heure, eh bien, la police des mers. La police des mers, c'est la circulation et c'est aussi eh bien, le stationnement. Et pouvoir faciliter le stationnement de la cyclo-logistique dans certains éléments, je pense au centre-ville ancien, au centre-ville historique et autres, eh bien, ça fait partie de ces sujets-là. Et nous, on essaye de les faire passer. Donc, on est un peu un vecteur positif pour la cyclo-logistique. Je ne le dis pas parce qu'on est ici et parce qu'il y a des personnes qui sont évidemment extrêmement engagées sur ce sujet. Et je pense qu'on a encore, mais on a beaucoup avancé. Je dis une dizaine d'années. Voilà, moi, je me souviens avoir, dans un grand groupe, lancé ce type de service. C'était en 2010. Moi, on me regardait avec des yeux un peu particuliers, à se dire, mais il est dingue dans un grand groupe d'avoir lancé cela.
Ça a été suivi par d'autres groupes. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un apport complémentaire. Il faut que ça soit beaucoup plus qu'un apport complémentaire si tous les acteurs institutionnels arrivent à comprendre le véritable intérêt final de l'opération. Et cette opération qui est économique et puis qui est aussi sociale, puisque vous l'avez cité tout à l'heure. On voit qu'un des enjeux, c'est de sortir du périphérique. Alors, on prend Paris, mais finalement, on aura la même situation dans les grandes autres métropoles françaises. Donc, de sortir de l'hypercentre, même s'il y a des enjeux dans l'hypercentre, c'est de se dire quelque part comment on peut développer la cyclo-logistique en dehors du périphérique, c'est-à-dire sur les 130 communes autres que Paris de la métropole. Alors, aujourd'hui, vous savez, il y a un sujet qui est la zone à faible émission. Alors, certains disent qu'il ne faut pas en parler. Voilà, la zone à faible émission, c'est, vous savez, les critères. Et donc, tout ceci va évoluer. Et le président Ollier, le président de la métropole, a pris une décision qui a pour but que cette zone à faible émission, sur le critère 3, vous voyez, donc c'est quand même beaucoup de véhicules, ne s'applique qu'après les Jeux Olympiques. C'est-à-dire à la date ultime de la loi qui fixe en fait l'organisation de ces zones à faible émission. Eh bien, la zone à faible émission va avoir un impact. Aujourd'hui, elle s'applique à l'intérieur de l'A86. Donc on est au-delà de Paris, on est quand même sur des communes qui sont parmi les 131 évidemment, qui sont proches de Paris. Eh bien l'impact, en tout cas dans notre communication auprès de ces maires-là, c'est qu'ils puissent jouir d'une action de communication auprès des différents acteurs, des logisticiens, comme des chargeurs, ceux qui détiennent la marchandise, pour qu'ils puissent aussi commander eh bien, une partie de leur flux à travers ce que vous faites et du métier que vous avez aujourd'hui. Voilà donc... le mycélium, vous voyez, il va s'étendre au-delà du périphérique et au-delà de la 86. Alors, merci Jean-Michel Genessier. Je vais passer la parole à Sidonie Duloum qui va nous parler de Millet. Expliquez-nous finalement pourquoi un grossiste en boissons parisien bien connu qui va livrer des gros volumes s'est intéressé à la cyclo-logistique finalement. Quelle est un peu votre démarche et comment vous avez mis en place une solution? Notre démarche, elle était de décarboner déjà une partie de nos livraisons. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on s'est aperçu qu'on avait quand même un nombre important de commandes qui étaient inférieurs à 100 kg. Donc, plein de petits arrêts pour nos véhicules poids lourds. Donc, on livrait en 12 tonnes, parfois 12 kg, 20 kg, dans Paris intramuros. Et donc... l'idée nous est venue donc, de faire un test et donc de lancer ce service en juillet 2021. Voilà. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, quelque part, vous avez, pour distribuer, finalement, vous distribuez Paris et toute la petite couronne parisienne, vous avez un dépôt qui est à quel endroit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on livre en poids lourd depuis notre entrepôt de Créteil. Et on livre donc Paris, région parisienne, Grand Paris. 80% de nos clients sont intramuros aujourd'hui. Voilà. Et comment vous faites? Vous partez pas de Créteil en vélo cargo? Vous avez comment ça se passe? Non. Donc effectivement, on a une tournée qui est dédiée et qui est livrée voilà, sur palette directement dans un hub qui est situé dans le 11e. Et les vélos cargo partent donc de ce hub pour livrer donc tout Paris intramuros et désormais depuis déjà plusieurs mois maintenant, plus de 6 mois, la petite couronne. Donc vous avez un partenaire donc, qui est cyclo-logisticien, c'est cela, qui est Exactement. installé dans le 11e, Oui. donc à qui vous allez donc décharger de la marchandise et qui lui va faire la livraison finale, c'est cela? Ouais. On a fait le choix effectivement de passer par un prestataire spécialisé. Donc on lui livre en palette complète, il fait la préparation, il éclate l'éclatement, préparation de commande et ensuite il livre en respectant les créneaux horaires de nos clients, les informant tout au long de la journée. Alors vous livrez donc en vélo cargo les commandes jusqu'à quel poids aujourd'hui? Donc on a démarré à 100 kg pendant plus d'1 an et désormais on peut aller jusqu'à 200 kg. Donc nous on livre des marchandises qui peuvent être assez pondéreuses, notamment des fûts de bière. On lui met pas souvent de fûts de bière sur ses livraisons parce qu'au-delà du poids, il y a de la manutention pour mettre dans le vélo. Je pense que ça parle. Voilà. Mais tout ce qui est carton, bouteilles, les cafés, voilà, le thé, passe très bien en livraison en vélo cargo. Et aujourd'hui, ça représente 20% de nos clients qui sont livrés quotidiennement en vélo cargo.
20% des clients, donc ça veut dire que vous faites à peu près combien de livraisons par jour dans Paris en vélo? Si c'est pas 20%. confidentiel comme chiffre. Pardon, beaucoup. 20%. Ah, on est dans un métier effectivement où les chiffres comptent. En tout cas, les livraisons jusqu'à 200 kilos, ce qui n'est pas évident parce que des bouteilles c'est lourd, des caisses de bouteilles, il y a peut-être même des fûts si ça se trouve de temps en temps, donc que vous livrez en vélo. Donc ce sont des vélos avec remorque. Quel type de matériel que vous utilise votre prestataire finalement, Ce sont votre des, partenaire? ouais, ce sont donc des vélos cargo, des triporteurs avec ils sont chargés à l'avant et quand on passe sur 200 kilos, ils mettent une plateforme à l'arrière. Et donc au départ du 11e, il fait tout Paris Oui, Paris et l'ouest parisien également. et l'ouest parisien. Donc vous sortez vous sortez de Paris. Déjà, on commence souvent par l'ouest. Puis après, bon, on va faire. Enfin, on sort les de autres Paris partout, mais il va en tout cas jusque l'ouest. Voilà. D'accord. En tout cas, effectivement, finalement, on tord un peu le cou aux idées reçues en disant on ne peut pas livrer de produits frais, on ne peut pas livrer de produits lourds, volumineux. Ben non, on a justement des contre-exemples. Agnès Grandon qui livre des produits frais, froid positif et froid négatif, et puis des boissons. Alors, quelque part, donc, quelle est votre vision face à ça, Jean-Michel Genestier? Comment on sort du périphérique? Comment on résout le problème de l'immobilier? Parce qu'il y a un sujet d'immobilier. Oui, il y a un sujet d'immobilier, évidemment. Là, Millet a trouvé un espace dans le 11e arrondissement, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de trouver des espaces qui sont proches des zones de livraison. Il y a tout ce qui est Boracay, donc voilà, c'est un sujet, évidemment, sur la Seine en particulier, mais pas que sur la Seine. Ce qu'on a fait au niveau de la métropole, c'est qu'on a mis en place un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, et on a intégré dedans en fait des réserves pour qu'il puisse y avoir des espaces dédiés à la logistique. Ça, c'est le schéma global. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être votés, en tout cas sur cette année 2023, et d'ici à la fin de l'année, sur 12 territoires. C'est un peu compliqué, vous savez, le millefeuille politique et administratif est complexe. Eh bien, chaque territoire va voter son plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, on a demandé à chaque territoire de pouvoir mettre des réserves de logistique en proximité. Parce que, évidemment, lorsqu'on a besoin de mettre en place de la cyclo-logistique, il faut qu'on puisse avoir des réserves. On est allé encore l'autre jour visiter à la RATP, en plein 12e arrondissement. Eh bien, vous avez au 3e ou 4e sous-sol un espace réservé à une entreprise de cyclo-logistique qui sillonne une partie des arrondissements parisiens. Et donc, on essaye d'aller comme cela. La Sogaris, qui est une entreprise qui traite de questions de logistique, est en train aujourd'hui de traiter un ancien parking en plein cœur de Paris comme un espace de logistique dont quelques niveaux seront réservés à la cyclo-logistique. Et c'est ainsi, en fait, que, en tant que responsable politique, mais au sens vraiment de la gestion et pas au sens d'un parti, parce que je suis sans étiquette, et donc ça, pour moi, c'est très important de pouvoir parler avec tout le monde, c'est d'aller chercher les solutions pour que les émergences, toutes les idées qu'il y a ici autour de cette table ronde, permettent, que ce soit à Angers, il faudra peut-être demander au ministre de l'Environnement quand même, qui puisse intervenir là sur le sujet. Il devrait être bien placé, que ce soit sur évidemment la métropole du Grand Paris ou sur d'autres collectivités, qu'on puisse avoir ces espaces réservés. C'est très compliqué parce que tout ça coûte cher. Donc il faut que dans les programmations, tout ceci ait lieu. Et la métropole du Grand Paris, par exemple, a lancé un grand nombre de projets d'investissement qui étaient plutôt des investissements au début, dans les années 2016-2018, liés à des friches et à des endroits que le président et d'autres voulaient voir évoluer. On a intégré la question de la logistique aujourd'hui dans cet appel à projet de la métropole du Grand Paris et faire que dans les centres urbains, on puisse avoir ces zones-là. Et puis la communication, elle est très très importante auprès des élus, de pouvoir les convaincre de cela. Moi, je vous donne un exemple. Je suis maire d'une ville qui est probablement la plus belle du monde, mais comme toutes, c'est très difficile de convaincre l'ensemble des acteurs et des maires. Et chaque maire dit, mais moi, dans ma ville, c'est toujours aux mêmes heures que j'ai une thrombose. C'est-à-dire la ville est bloquée parce qu'on a des livraisons qui sont toujours aux mêmes heures, des mêmes prestataires ou quasiment des mêmes prestataires pour les mêmes typologies en fait, de commerce ou d'acteurs, et on n'arrive pas à en sortir. L'idée que nous avons et que nous essayons de développer au travers de la métropole sur des aires géographiques d'environ 150 000 habitants, c'est de faire que les réglementations de circulation et de stationnement soient les mêmes
pour que les logisticiens puissent faire des économies dans leur acte de logistique et de transport, et puis qu'on arrive à déterminer ces horaires-là. Et évidemment, des horaires qui soient déterminés plus particulièrement pour des véhicules qui soient plus vertueux. Et c'est là que la cyclo-logistique intervient dans le sujet. C'est très compliqué, et en agissant là-dessus et en appliquant aux maires quelques paramètres comme ceux que je viens de décrire, ils arrivent à comprendre qu'ils ont un rôle dans la cyclo-logistique, ils ont un rôle dans leur logistique et dans l'effet de thrombose qu'ils peuvent eux-mêmes diminuer et donc valoriser finalement une politique avant-gardiste, même si elle aurait dû être mise en place déjà depuis de nombreuses années. Très intéressant de parler de ce sujet des horaires. Annelise Gandon, vous arrivez à livrer en vélo cargo toute la journée. Comment ça se passe dans le centre d'Angers ? Alors déjà, c'est pas forcément une question du centre-ville d'Angers, c'est que les produits frais, ça se livre le matin. La restauration, les produits frais, c'est le matin. Voilà, ils font pas de réception l'après-midi, donc on livre tout le matin. Et donc, ce qui est le plus compliqué pour nous, en fait, c'est que du coup, pour la rentabilité, on ne fait pas tourner notre matériel tout le temps. Et forcément, ça a un impact surtout pour nous, au niveau du tarif, au niveau de beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine aussi d'aller chercher des clients pour... Voilà, faut que tout le monde s'y retrouve, mais voilà, tout se livre le matin. En centre-ville, c'est rare que ce soit ouvert dès 6 heures du matin en plus, donc c'est vraiment condensé. Donc dès qu'on augmente un petit peu le volume, on est forcément obligé de mettre un deuxième vélo, un troisième vélo et ainsi de suite sur la route, comme pour les camions d'ailleurs. Hein. Et voilà, mais tout se fait le matin. Est-ce que vous arrivez à sortir du centre-ville d'Angers ? Alors Angers, c'est pas Paris, mais quand même, c'est une grande métropole. Est-ce que vous arrivez à aller un peu plus loin ? Comment ça se passe ? Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous, c'est la densité des clients qui fait qu'on y va ou on n'y va pas. Enfin, aujourd'hui, aller livrer à l'extérieur du centre-ville d'Angers, si c'est pour aller livrer 20 kilos de viande, il n'y a pas d'intérêt pour faire ça à vélo. Enfin, aujourd'hui, c'est que en fait, le temps que ça va nous prendre, ça va coûter beaucoup trop cher, en fait. S'il n'y a que ça sur le vélo. Donc c'est la densité. Hein, c'est ça. Alors qu'on a, dans certaines périphéries, on a des densités, mais on en a moins qu'en centre-ville, ça c'est naturel. Hein, c'est ça. Je vais m'adresser à Paul Roudot. Donc Paul, quelle est finalement votre vision sur ce périmètre ? Est-ce que c'est finalement un mode de transport pour les centres-villes ou est-ce qu'on arrive à en sortir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, sortir du périphérique ? Que ce soit à Paris ou ailleurs en France, hein. Vous avez déjà des exemples de structures qui existent en dehors des centres-villes. Enfin, en tout cas, sur la région parisienne, vous avez une structure à Créteil qui s'appelle SAMO. Vous avez une structure à Montreuil qui s'appelle Narvélo. Vous avez une structure là qui se développe vers Chatou qui s'appelle Cigogne. Donc, on sort déjà du périphérique. Simplement, après, c'est aussi des questions de portefeuille client. En fait, quand on n'est pas dans des centres-villes urbains denses où, en allant signer un client en direct qui va nous confier une certaine densité de livraison, on va pouvoir faire des tournées dédiées, on doit s'appuyer sur des opérateurs de messagerie, par exemple, qui ont déjà consolidé en fait, les flux en amont. Donc, par exemple, faire de la sous-traitance pour DHL, pour UPS, ce type d'opérateur. Alors on a tendance à assimiler finalement la cyclo-logistique au petit colis. C'est vrai que c'est un très très gros marché qui est en pleine croissance avec le e-commerce, etc. Livraison de repas, ça, je ne sais pas d'ailleurs si ça en fait partie ou pas, hein, donc ça dépend quoi peut-être. Hein, vous allez nous donner votre point de vue dessus. Mais finalement, est-ce que vous êtes d'accord que c'est le segment principal ou est-ce qu'on peut déborder de ça ? Alors non, je ne pense pas que ce soit le segment principal. C'est vrai que tout de suite, on a en tête les nombreux colis e-commerce qui semblent avoir un format idéal à la cyclo-logistique. Nous, par exemple, à Cargonaut, mais je connais plein d'autres confrères et consoeurs en France qui font d'autres choses. Hein. Mais on va livrer des fruits et légumes dans les restaurants. On va faire, il y a de la ramasse de déchets. Il y a des déménagements à vélo. Enfin, ça se limite absolument pas aux petits colis de messagerie. C'est vrai qu'après, là, la plus grosse traction qu'on a sur la cyclo-logistique, c'est les petits colis, notamment avec des acteurs comme Amazon, comme AliExpress, qui ont fait le choix de développer massivement la cyclo-logistique. Donc on a cette image-là pour l'instant, mais à mon sens, la cyclo-logistique se décline sur plein d'autres typologies de flux.
Alors, Amaury Guinard, vous nous avez parlé tout à l'heure de Collé Active. J'ai vu que vous étiez que la cyclo-logistique, je ne sais pas, les boîtes à vélo d'ailleurs, c'était les boîtes à vélo qui portent ce projet, ont été lauréats d'un nouvel appel à projet des certificats d'économie d'énergie au nom. Presque, je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle spécialité médicale, la cyclocargologie. C'est ça? Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la cyclocargologie? Alors, avant de, avant de parler de la cyclocargologie, juste, donc, Collé Active, c'est un programme, le premier que je vous ai présenté, c'est un programme de SOFUB, qui est une filiale de la FUB. La FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui regroupe un peu plus de 500 associations d'usagers de la bicyclette. Les boîtes à vélo, donc c'est une autre organisation qui est différente. On travaille beaucoup ensemble. Et il se trouve que cyclocargologie, c'est pas un programme qui est porté par SOFUB, mais c'est un programme qui est porté par les boîtes à vélo, dont Mathieu Cloirec, le directeur, est juste là. Et on a beaucoup travaillé, tous les deux, mais pas que tous les deux, à essayer d'identifier quels sont les autres freins à la cyclo-logistique. Ça résonne pas mal. Et donc, dans les autres freins à la cyclo-logistique, pour répondre à cet appel à programme dont cyclocargologie a été un des lauréats, on a finalement identifié 3 axes sur lesquels on voulait travailler. Le premier axe qui est très informationnel, lever les freins, mais plus vis-à-vis de l'appréhension des gens sur la cyclo-logistique. J'ai parlé tout à l'heure des milliers d'entreprises qui livrent le dernier kilomètre en camionnette thermique et qui s'interrogent en ce moment justement avec l'arrivée des ZFE, qui pour nous sont plutôt un élément accélérateur du développement. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais en tout cas pour nous, globalement, c'est plutôt, ça nous permet en tout cas de nous glisser entre guillemets. Et donc l'objectif de cet axe informationnel, c'est dans chaque ville concernée par l'arrivée d'une zone à faible émission, au sens de la loi climat résilience, de créer un événement qui permette de regrouper les acteurs publics, les élus, pourquoi pas, les fabricants de vélos cargo français, toutes les entreprises de logistique qui font justement ce dernier kilomètre, pour qu'elles puissent échanger autour de ces freins de maintenance, d'achat de matériel solide et adapté à ce qu'elles transportent. Enfin, essayer finalement de créer un événement qui permette à tout le monde de se rencontrer localement avec tous les petits acteurs de la logistique du dernier kilomètre qui sont souvent des sous-traitants de gros. Donc voilà, et aussi de faire venir les gros. Donc ça, c'est une possibilité en tout cas d'exploration de cet axe informationnel. Ça n'est pas acté encore, mais c'est ce qui est projeté. Donc voilà, de créer très régulièrement dans toutes ces villes ces événements pour que les gens se rencontrent, parce qu'on sait que souvent l'exemple crée l'appétence et c'est important de créer des zones d'échange avec les élus aussi qui ont leur rôle à jouer. Je vois Émilie Fodor là-bas à Lyon qui fait énormément pour la logistique urbaine. Donc voilà, les acteurs publics ont vraiment leur rôle à jouer. Deuxième axe, c'est plus sur la professionnalisation. Comme tous les secteurs, toutes les filières, il y a besoin de formation. Donc voilà, c'est vraiment la partie formation. Professionnaliser le métier de la cyclo-logistique, surtout si tous les acteurs aujourd'hui en camionnette, enfin une partie de tous les acteurs se met à faire du vélo cargo, ou quel que soit le vélo cargo, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, une formation sur tous les métiers de la cyclo-logistique, aussi des gens qui gèrent ça. Et le troisième axe, il est plus pour en fait faciliter la fluidité d'échange d'informations entre les donneurs d'ordre et les TMS déjà existants adaptés au vélo. Parce que c'est assez cloisonné, et donc c'est regarder comment est-ce qu'on peut faciliter pour que les donneurs d'ordre puissent plus facilement avoir accès à une cyclo-logistique efficace aussi d'un point de vue système d'information. Merci Amaury. Alors on arrive sur la dernière partie de cette table ronde. Moi j'aimerais avoir finalement votre vision, peut-être donc Sidonie Duloub, sur finalement quelles sont vos ambitions en termes de cyclo-logistique dans votre entreprise. Est-ce que vous allez aller encore plus loin? C'est déjà toutes les commandes de plus de 200 jusqu'à 200 kg. Est-ce qu'on est capable d'aller encore au-delà ou de livrer toute la région parisienne? J'ai bien conscience qu'on ne pourra pas tout livrer demain en vélo cargo, mais évidemment, j'aimerais qu'on augmente un peu la charge. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des technologies, d'ailleurs, il y en a ici sur le salon, qui nous permettraient d'aller bien au-delà en termes de poids. Après, on a dans l'idée aussi de pouvoir peut-être développer un hub dans l'ouest parisien, et notamment via l'axe Seine,
On a été donc lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt donc sur la logistique fluviale et on s'intéresse à donc faire partir des vélos, nos livraisons depuis les quais de Seine en vélo cargo. Il ne faut pas opposer les modes. Donc, on voit très bien effectivement que le fluvial et la cyclo-logistique sont complémentaires. On a des exemples comme Fludis, comme ULS à Strasbourg ou à Lyon. Donc, on a en effet des complémentarités entre les modes sur lesquels il faut capitaliser. Anne-Lise Gandon, quelles sont un peu vos ambitions finalement en ayant créé cette entreprise à Angers de cyclo-logistique? Vous restez à Angers, vous voulez essaimer dans d'autres villes peut-être? Alors en fait oui, ça fait partie des spécificités du fret, c'est qu'aujourd'hui, autant dans le sec, il y a énormément d'acteurs, de petits acteurs locaux entre guillemets qui vont pouvoir aller livrer, qui ont une flotte de petits véhicules, autant dans le fret c'est quand même plutôt rare. Et en fait aujourd'hui, pour développer la cyclo-logistique dans le monde du froid, c'est compliqué de s'adresser à des acteurs locaux, vu qu'il y en a très peu. Donc il faut absolument aller voir, taper aux portes des gros acteurs au niveau national. Et moi, avec juste la ville d'Angers, bon, on est petit, donc c'est compliqué de se faire entendre. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an qu'on a ouvert une licence de marque sur Tours. Donc il y a un frais chez toi qui roule à Tours aussi en produits frais. Et là, l'ambition, c'est d'ouvrir d'ici quelques semaines sur Nantes et ensuite sur d'autres villes, dont sûrement Le Mans. Et voilà, pour le moment, on reste sur la zone ouest. Mais voilà, c'est plus on aura d'ouverture de cyclo-logistique en frais, plus ensuite les gros acteurs, les gros opérateurs pourront s'y mettre et vraiment on aura un impact. Donc un nouveau réseau est en train de naître autour de la livraison de produits frais en cyclo-logistique. Bravo. Merci. Votre vision de l'avenir en 2 mots, Paul Roudot et puis Jean-Michel Genessier? La vision de l'avenir globale de la cyclo-logistique. Donc vous êtes président de cette fédération. Donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, combien de membres, combien de vélos? Quelle est votre vision? Nous, ce qu'on essaye de construire, c'est vraiment une filière d'avenir, un bassin d'emploi énorme, d'après mes prévisions. Et non, on a des objectifs en termes de part modale au sein des centres urbains, donc qui avoisinent les 8% de part modale d'ici 2-3 ans. 8% d'objectifs. Voilà. Et on part aujourd'hui de très très bas, bien entendu. Maintenant, les choses augmentent vite. Donc on sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui, peut-être. Actuellement, en part modale, on est autour des 2%. Enfin, c'est encore assez faible. Donc on a du chemin, effectivement on a du boulot. Une très très forte ambition. Jean-Michel Genessier, votre vision? Moi, ma vision, c'est que je pense qu'il faudrait que l'ensemble des élus intègrent, lorsqu'ils font des schémas vélo sur leur territoire, communes, les communautés d'agglo, les EPT, établissements publics territoriaux, qu'ils puissent intégrer à chaque fois. Et je pense qu'au niveau de la métropole, eh bien, ça serait bien qu'on puisse faire passer le message aux 12 EPT, eh bien, qu'ils puissent intégrer la cyclo-logistique. Parce qu'effectivement, savoir où, oui, Monsieur le Président, savoir où on peut passer pour prendre son vélo et aller de façon bandulaire à son travail, mais pour le loisir, voilà, c'est bien. Mais la cyclo-logistique, il faut qu'elle puisse aussi passer par là et que ce segment puisse être intégré. Donc voilà, écoutez, on intégrera ça dans notre schéma donc, pour que ça s'accélère. On a vraiment, et notre schéma à nous, c'est de communiquer au maximum sur les élus, sur tous les élus, pour qu'ils prennent vraiment en compte le vélo. Et ça, voilà, il y a un sens général de la prise en compte du vélo, que ça ne soit pas anecdotique, mais que ça participe à la vie économique du pays. Et c'est ça le sujet. Donc, de 2%, eh bien, qu'on puisse passer peut-être à 7 ou 8%, et que l'intermodalité, c'est-à-dire qu'entre les longues distances, assurées, quels que soient les modes de transport, eh bien, notamment par le fleuve, voilà, je me tourne vers vous parce qu'on a un sujet à traiter, eh bien que cette intermodalité puisse se faire par l'intermédiaire de la cyclo-logistique qui montre en fait une vertu très importante. Et la partie sociale est extrêmement importante aussi parce qu'il faut voir le respect des personnels, ça c'est important, et ne pas voir des images qu'on aurait pu voir il y a quelques années dans d'autres pays et qui montrent en fait une pression sur des personnels qui est indigne. Ce n'est pas le sens de notre pays, quels que soient les gouvernements, et il faut absolument montrer ces bons exemples-là pour que eh bien, la duplication et le mycélium de la cyclo-logistique pour la logistique eh bien, soit effectivement vertueuse et sociale.
Merci Jean-Michel Genestier. Donc moi je note donc acculturation des élus, sortir du périphérique, même si le segment central ça va être les petits colis et l'alimentaire ou à domicile, mais c'est aussi de sortir de cette idée reçue et de savoir livrer d'autres choses, des enjeux sociaux, des enjeux de création d'entreprise. Donc ce que je vous propose c'est de peut-être on a encore le temps d'échanger avec la salle et de prendre les questions de la salle. Sur ce vaste sujet, donc en pleine actualité, qu'est-ce qui veut se lancer et interroger nos intervenants? Oui, André, si vous pouvez vous présenter, je ne sais pas si on peut faire passer un micro peut-être. Allez-y, on va commencer par là et puis allez-y si vous pouvez vous présenter. Bonjour, merci. Cécile Drouet-Daubigny du bureau d'études Indigo. Je me permets de poser une question sur est-ce que vous avez des chiffres pour savoir quelle est la part des marchandises qui pourraient être livrées en cyclo-logistique. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'études sur ce sujet-là. Alors qu'est-ce qui veut répondre peut-être à la fédération? Alors, il y a différentes études qui arrivent au fil de l'eau. Et ça dépend du segment de colis dont on parle. Après, là, les dernières études, il y a une étude de l'université de Westminster qui parlait de 60-70% de colis qui pourraient être livrés à vélo cargo. Donc on est quand même sur un potentiel assez important. Donc, très gros potentiel, même si le chiffre semble très ambitieux, mais bon, peut-être. Donc, en tout cas, les récentes études, la plupart sont sur ces niveaux de part. Très bien, on est très bien. entre 60-70%. On passe à la question suivante. Peut-être, si vous pouvez vous présenter, même si on se connaît bien. Oui, petite question. Donc, je travaille en immobilier d'entreprise et je me déplace très souvent en vélo. Et j'habite Lagny-sur-Marne, donc je traverse assez souvent le 93. Et en fait, je n'ai pas de chargement important derrière moi, mais il y a une véritable difficulté de voies cyclables, notamment dans le 93. Alors, il y a le canal de l'Ourcq, il y a quelques endroits un petit peu adaptés, mais vous avez en particulier soulevé cette question de circulation. Je pense que pour les entreprises qui sont ici, c'est aussi important pour leur staff d'avoir des voies cyclables douces, beaucoup plus établies. Et est-ce que ce ne sera pas possible pour les municipalités de dédier certaines rues en fait purement à cette activité de cyclo-logistique, ce qui peut rendre service aussi aux riverains parce qu'il y a moins de circulation de véhicules autres. Des rues dédiées à ce mode de transport. Jean-Michel Genestier. Alors, vous parlez des communes et des rues. Il y a aussi les départements. Il y a des voies qui sont départementales et qui sont extrêmement structurantes, alors qui sont très passagères, mais pas toutes, et qui permettent cela. Vous parlez du département de la Seine-Saint-Denis, mais tous les départements en fait ont des schémas sur la partie cyclo qui permet en fait d'avoir des circulations douces. Et je pense que au moins les départements devraient se saisir du sujet. Et on pourrait, nous, au niveau de la métropole, d'ailleurs, écrire à tous les présidents des départements qui composent la métropole, peut-être même ailleurs, et partager. Et puis ensuite, il y a la commune. Et évidemment, la commune, elle peut faire des choses, mais elle peut faire sur son segment, sur son territoire. Et c'est la raison pour laquelle il est important que les communautés urbaines ou les établissements publics territoriaux puissent agir sur le sujet. Moi, je suis dans un EPT qui s'appelle Grand Paris Grand Est. Et donc, nous avons fait un schéma sur Grand Paris Grand Est en collaboration avec chacune des communes pour qu'il puisse y avoir une circulation. Alors, la circulation pendulaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aller et revenir du travail à vélo, c'est aller au bord du canal de l'Ourcq, par exemple, vous l'avez cité. Ça, c'est plutôt, ça peut être pour le travail, mais aussi pour les loisirs. Et intégrer la cyclo-logistique, je pense que les élus n'intégreront pas cela comme ça brutalement, parce qu'il faut cette accoutumance et il faudra les habituer. Et c'est pour ça que la montée en puissance de la cyclo-logistique va permettre d'aider à prendre un peu plus conscience de l'importance du sujet pour qu'il puisse y avoir des voies dédiées. Et je me fais fort d'ailleurs, encore une fois, sur mon département, de voir avec le président du conseil départemental. Oui, c'était surtout de proposer des solutions simples, c'est-à-dire d'utiliser des rues existantes et non pas de dépenser des fortunes sur des voies privatisées, entre guillemets.
mais dans les schémas qui sont faits, en tout cas moi j'ai plusieurs exemples, la première idée c'est d'utiliser des voies qui sont quelquefois secondaires, mais qui laissent la possibilité en meilleure sécurité de passer à vélo et donc de passer en cyclo-cargo. Voilà. Moi, si je peux juste rajouter un petit mot, c'est moi ce que je peux constater à mon niveau, c'est qu'en fait aujourd'hui les mairies dans leur plan d'urbanisation font appel aux associations, dont Boîte à vélo, mais trop tard en fait. C'est que les plans sont déjà faits, tout est déjà fait, et en fait on nous demande, on vient, enfin il y a des réunions d'associations qui sont faites et on nous dit voilà ce qui va être prévu, est-ce que ça vous va? En fait on n'a plus notre mot à dire, c'est trop tard en fait. Ce qu'il faudrait c'est que ça soit fait en amont. Vraiment, qu'on arrive dès le début, en fait. Dès le début, notre avis soit pris en compte, en fait. Qu'on nous consulte dès le début des travaux, enfin avant que les travaux, enfin quand on imagine les travaux, quoi. Donc de consulter les professionnels avant. Je crois qu'il y a une dernière question peut-être qu'on va prendre dans la salle. Si c'est possible de faire circuler le micro, je vous en remercie. Oui, bonjour, Caroline Grandjean, Via Poste, qui est une filiale du groupe La Poste. C'est une question pour Madame Duloum. Je voudrais savoir si on peut mettre en avant l'argument économique pour demander aux chargeurs de basculer un peu plus vers la cyclo-logistique. Pour poser ma question de façon un peu plus brutale, est-ce que depuis que vous avez changé votre mode d'approvisionnement et que vous êtes passé à la cyclo-logistique, vous vous y retrouvez en termes de coûts dans la supply chain? Alors, très honnête, pour l'instant, on n'applique pas le coût à nos clients. Hein. On prend le surcoût. Donc nous, c'est en appro, hein, c'est en distribution. Néanmoins, on a gagné en pénibilité sur nos livreurs. En fait, on a un surcoût qui est visible, effectivement. En revanche, on a plein de coûts cachés qu'on a supprimés. On a donc soulagé nos livreurs de points de livraison où ils devaient s'arrêter dans Paris, se garer en 12 tonnes pour livrer un carton. Donc ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du stress, c'est de la pénibilité. Et donc, on a réduit leur nombre de clients à livrer, leur permettant de passer plus de temps avec nos clients à plus fort volume, donc de prendre plus de temps pour livrer des charges lourdes, parce qu'un fût de bière, c'est lourd, ça se manipule. Là où avant, ils avaient 12-13 clients à livrer, où ils allaient beaucoup plus vite, avec des risques plus importants. Donc là, on est descendu à 8-9 clients, ce qui n'est pas négligeable. Nos livreurs sont beaucoup moins stressés. Merci beaucoup. Juste, votre question, c'était, en fait, est-ce que de faire de la cyclo-logistique pour des entreprises, ça coûte plus cher? Ça, c'est un élément. Ça peut coûter plus cher. Je ne pense pas que ce soit l'élément qu'il faille mettre en avant. Mais est-ce qu'en termes de marketing, ça peut avoir un intérêt, évidemment, pour le client final? Voilà, et j'en suis persuadé. Parce qu'aujourd'hui, l'impact carbone, l'impact sur la pollution atmosphérique, si on arrive à réduire ce qui est fait aujourd'hui par ces acteurs, qui sont très importants et qui deviennent de plus importants, eh bien forcément, en termes de marketing, il y aura une ambition à vouloir, et vous le savez bien, voilà, dans vos activités. Merci beaucoup. Bien, ça sera le mot de la fin. Je tiens à remercier donc, nos intervenants donc, de cet après-midi sur les éclairages, hein, donc, sur ce grand chantier finalement qui s'annonce. Donc, bientôt 8% de part modale donc, de la cyclo-logistique. Donc beaucoup d'ambition au travers de cette filière. Merci à toutes et à tous.